bonjour à tous les amis. Je rappelle que Diobrin est au Badjalan, à Bamako. Massiré Camara est à Kati et Maria Chérif est à Lafia-Bougou. Je vois Bourama Koulibaly qui est à Badala-Bougou. Donc, merci à vous d'accepter de participer à cet échange. Donc, je disais vraiment que je voudrais que ce soit vraiment comme un grain. Donc, on y va chacun. Ceux qui veulent prendre la parole, juste vous levez la main et je vous donne la parole et vous donnez vos points de vue. Donc, déjà, moi, ma première question est de vous demander le jour du coup d'État, le mardi 18 août 2020, quand vous avez compris que le Mali était en train de vivre un changement de pouvoir, donc ça devait être le mardi ou le mercredi pour certains. Ce que vous aviez ressenti, ce que vous aviez pensé quand vous avez compris le mardi ou le mercredi qu'il y avait effectivement eu un coup d'État au Mali. Qu'est-ce que vous avez pensé? Bon, quant à moi, bon, la première des choses que moi j'ai pensé, je me suis dit que le Mali était déjà plongé dans un chaos. Bon, peut-être que ça va être une porte de sortie pour nous les jeunes. Mais après, je me suis demandé aussi, est-ce que ceux qui vont venir au pouvoir ne seront pas comme comme les précédents? C'était ça ma dernière question. Bon, pour le moment, je n'ai pas eu encore de réponse à cela. Ok, bah voilà, je vais poser la question suivante, justement, je vais la poser donc à vous tous maintenant. Justement, cette inquiétude de est-ce que ceux qui vont venir après ne vont pas être comme les précédents? Comment est-ce que vous imaginez, quel est pour vous le portrait de la personne qui doit diriger le Mali? Quelles sont les qualités, les valeurs que doit porter la personne qui va diriger le Mali, et pendant la transition et après? Bon, au début, pendant la transition, ça doit être quelqu'un d'exigeant, quelqu'un qui écoute tout le monde, mais qui ne travaille pas avec tout ce que les gens lui disent. Parce que, en fait, c'est ce qui est notre problème. On écoute tout le monde et on veut faire ce que les gens nous disent. Bon, c'est pas ça. Il faut analyser d'abord ce qui est les gens qui sont à côté de toi, tels que ce qu'on voit maintenant, les M5, les dirigeants politiques et autres. Tu les écoutes, ce qu'ils disent, tu analyses et puis tu tires tes conclusions. Bon, je pense que ça doit être une transition de militaire aussi. Ah, vous êtes partant pour que ce soit les militaires qui dirigent la transition? Oui. Mais pourquoi? Bon, si on peine, si on choisit plutôt, si on choisit les dirigeants politiques, on revient à la case de départ. Ça sera comme ceux du précédent. Il n'y aura pas beaucoup de changements en fait. De changements. Qu'est-ce que Massiré et Duguiné pensent de ça? Bon, je rejoins un peu ce que Bruno il a dit, mais bon, de manière un peu différente, légèrement différente. Déjà, bon, les politiciens, il y a ce manque de confiance-là qui est déjà là envers les politiciens. Surtout ceux qui, les pères de la démocratie, en fait, du Mali. Donc, bon, sur ce point, là, ce que Bruno il dit, ce n'est pas totalement ce que je veux. Un règne militaire, en fait. Ce n'est pas ce que je veux. Voilà, mais en fait, je veux plus une personne aux nerfs aguerris, en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre la bonne décision au moment où il faut. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Quelqu'un qui a l'oreille d'écouter tout le monde, mais qui sait prendre les décisions exactes sans regarder ou bien sans se dire que bon, telle personne m'avait dit ça, est-ce qu'il ne serait pas fâché et se retirer? Mais aussi, il doit être une personne qui peut réunir les Maliens vers la même directive. En fait, c'est ce que je pense personnellement.
Aujourd'hui, quand on voit la façon dont les gens sont divisés, là, est-ce que vous pensez qu'il existe une seule personnalité qui peut faire que tous les Maliens vont aller dans la même direction? Est-ce que vous pensez que cette personnalité existe? Ce serait difficile, mais j'ai foi. J'ai foi. Parce que généralement, il faut un compromis. Il faut un compromis. Tu vois, quand le pays est dans une telle situation comme celle-là, vraiment, chacun doit pouvoir laisser quelque chose de côté. Pour que, en fait, il faut que l'objectif soit le Mali, réellement. Il faut que l'objectif soit le Mali. Ce n'est pas quelque chose où chacun veut guetter une place, ou bien chacun veut que, bon, on dise que c'est mon idée, ce sont mes idées qui sont les meilleures, donc je mérite la grande place. Non, en fait, ce n'est pas ça. C'est une question de vouloir tirer le Mali du gouffre dont il est tombé. Donc, c'est pour cela que je demande un chef qui a l'oreille d'écouter, mais qui a le cerveau et la volonté de prendre la meilleure décision au moment exact. Bon, ce critère peut se voir au niveau des militaires, c'est possible. Mais bon, est-ce qu'un peu côté civil aussi, ce serait pas mieux parce qu'un militaire n'a pas... Bon, je crois que dans la Constitution, quand même, un militaire n'a pas le droit de se présenter. Il faut un civil. Bon, dans le cas d'Amadou Toumani Touré, il a dû démissionner de l'armée pour venir. Moussa Senko Koulibaly aussi. Donc, est-ce que la Constitution va même autoriser un militaire à se présenter? Donc, je crois qu'il faut un civil, mais un civil à caractère militaire. Voilà, maintenant, là, on est sur la transition. Là, vous parlez de après pour l'élection. Là, on est sur la transition où il faut une personnalité, comme vous l'avez dit, Bourama et toi, qui a un certain nombre de valeurs, a un certain nombre de qualités qui lui permettent en même temps d'écouter tout le monde, mais aussi de prendre les décisions difficiles parce que on va avoir besoin de décisions difficiles. Pour vous, quelles sont les priorités, la chose ou les 2-3 choses sur lesquelles il faut impérativement que dans les mois qui viennent, nous les Maliens, on travaille? L'éducation. Est-ce que vous pensez, écoutez, oui, mais on est en train de parler d'une transition en 12 mois. Là. La CEDEAO demande 12 mois maximum. Est-ce que vous pensez qu'en 12 mois, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour l'éducation en 12 mois? En 12 mois. Bon, là, il y a une réalité que les gars du TNSP, quand même, eux, ils connaissent. Parce qu'il y a l'article 39 dont les étudiants s'agriffent. Ils disent que si ce n'est pas résolu, eux, ils ne vont pas rentrer en classe. Donc, ce n'est pas comme à côté budgétaire, eux, ils se sentent. Mais il y a une année scolaire qui est en train de se rapprocher. Donc, pour ne pas qu'il y ait perte encore d'une année, déjà, il y a 2 années qui s'est passé. Vraiment, ça n'a pas vraiment marché. Donc, dire qu'ils voulaient encore négocier cette année pour sauver l'année. Pourtant, c'est l'école malienne qu'il faut sauver. Donc, je crois qu'ils doivent essayer de voir le maximum que possible, côté armée et côté éducation, vraiment faire de ça leur priorité. Je ne sais pas en une année comment ils vont le faire. Je ne sais pas côté budget, comment ça doit marcher, côté organisation, vraiment, je ne sais pas. Mais je trouve que quand même, c'est cette partie-là qu'il faut voir en priorité. C'est ce que je pense. D'accord. Bourama, vous êtes du même avis que lui? Ah, Maria Chérif vient de nous rejoindre. Maria, vous voulez vous exprimer? Allô, Maria? Bon, ok, on va donner la parole à Bourama en attendant. Oui, effectivement, je sais que je peux ajouter à ce que Massir a dit. Pour le moment, l'éducation, c'est la priorité. Bon, pour que l'éducation puisse être sur pied maintenant, il faut que la CNP organise un dialogue entre les syndicats des enseignants pour mieux s'entendre sur la situation et s'entraider à faire ressortir le pays, faire l'éducation de cette crise. Parce que l'éducation du Mali même, c'est déjà pourri. C'est pas de sauver l'année ou de sauver quoi que ce soit, mais de sauver l'éducation malienne même. C'est-à-dire que... Oui, allez-y. Nous, on voit que quand nous, on était très jeunes, parce que nous sommes jeunes encore, quand on était très jeunes,
il y avait une, comment dirais-je, il y avait une compétition à l'école. Oui. Il y avait une compétition à l'école. Entre nous, les élèves, même, on se fait une petite rivalité. On se fait une petite rivalité, mais je ne vois pas cette côté-là à nos jeunes frères maintenant. Ok, donc si je comprends, Bourama, ça veut dire qu'il faut d'une part gérer le problème pardon, au niveau syndical, parce qu'il y a des revendications qui sont en cours de traitement. Il y a l'article 39, comme Massiré l'a dit tout à l'heure, mais il faut aussi voir le contenu de l'éducation pour que ce que l'on transmet aux élèves, aux étudiants, leur redonne le goût des études, en fait, si j'ai bien compris. En fait, c'est ça même, c'est ça. C'est de ça que je parle. Aujourd'hui, vous êtes un grand frère, vous avez des petits frères, des petites sœurs qui sont à l'école. Et comment est-ce que vous pensez qu'on peut leur redonner ce goût des études? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? J'ai besoin de choses concrètes. Vous avez l'esprit frais. Concrètement, si vous étiez là aujourd'hui, vous deviez décider. Qu'est-ce que vous mettriez en place? Bon, primo, je dirais que à l'école, les anciens, les directeurs doivent appeler d'abord les parents d'élèves. Parler avec les parents d'élèves pour mieux éduquer les enfants, pour mieux les orienter à s'impliquer dans l'éducation, en fait. Bon, comment dirais-je? Si si tu es plus à l'aise. Voilà, ni parents d'élèves impliqués le Mbaté qu'on a là, ça sera plus difficile pour les anciens et ça sera plus difficile pour l'académie aussi. Qu'à Fogo, Mali, éducation et la sécurité, c'est un quoi. Parce qu'il y a un maillot, un don, ça va pas quoi. N'y a pas de la seconde là, ça va pas. Donc il va y parents d'élèves, moti dena quoi. Moti dena, il va ni dembora wala. Ayo mungai bi nangira kaita kalaje. Amotala en fait. Il va falloir en tout me ta leçon da. Il va dire ta leçon da. Mais si ça, il va deni fani babes sigler, ou va fait ton flé là. Et le son ta RV teme, ou va clore la droite faut tida. Ou au demi oui à boratara yala là. Bon, on peut dire que le problème même, c'est dans les familles. Okay. Les parents d'élèves doivent se ressaisir d'abord avant qu'il y ait un also à la flore. Ok. C'est ça, okay. C'est ça le problème. C'est moi. Ok. Donc, vous avez parlé de ça. Donc, l'éducation à la maison, à l'école. Oui. L'éducation, les questions de syndicats aussi qu'il faut régler. Ça, c'est une urgence pour que les enseignants soient à l'aise pour pouvoir faire face à leurs responsabilités dans les établissements. Maintenant, si on met tout ça en place, que les parents redeviennent plus responsables et tout ça, vous parlez, et Massiré et vous en avez parlé, de quelqu'un de fort. Est-ce que, comme beaucoup en parlent aujourd'hui, est-ce que la présence des militaires, ce n'est pas aussi que beaucoup de gens applaudissent, c'est pas aussi parce qu'on a besoin d'une certaine rigueur. Je vais poser la question à Maria. Maria qui voulait parler tout à l'heure et qui n'a pas pu s'exprimer. On a donc évoqué ce qui pourrait être les priorités. Massiré a parlé de sécurité, a parlé d'éducation. Vous, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? Mais aussi, je voudrais savoir, est-ce que vous ne pensez pas que l'une des qualités, l'un des piliers de cette refondation du Mali dont on parle, c'est aussi la question de la rigueur. Est-ce que Maria est là? Oui, je suis là, tout ça. Bien, on vous écoute. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Je dirais qu'ils ont touché un peu à tout ça parce qu'il faut d'abord instaurer l'ordre constitutionnel. Que les pays soient dirigés par les militaires, c'est une très bonne idée. Je ne suis pas contre aussi. Mais le seul problème, ça sera nos religieux politiques. D'accord. Il faut vraiment remédier à ça pour le moment parce que
déjà que le pays, le Mali, les gens pensent que c'est un pays musulman, alors que c'est loin d'être ça, c'est un pays laïque. Et on ne peut pas gérer le pays étant soit on est dedans, soit on n'est pas dedans, surtout quand on implique les religieux dedans. Le Mali n'est pas constitué uniquement que de musulmans. Maintenant, cette manifestation a été plus faite par les musulmans, des imams, qui ont même oublié leur rôle d'imam, mais ils se sont impliqués dedans. Et imaginez maintenant que d'autres religieux aussi viennent faire pareil. Ça sera une crise aussi qu'on ne pourra pas éviter. Donc, le mieux maintenant pour la gestion de ce pays, c'est vraiment écarter ces soi-disant religieux imams-là, de vraiment les mettre de côté pour qu'on puisse vraiment bien avancer. Aussi, question d'éducation. Certes, l'article 39 des écoles secondaires aussi, c'est mieux, mais l'université aussi tend vers une grève. Ça fait 7 mois que nous, on n'étudie pas à l'université et aussi nos professeurs aussi veulent entamer une grève de l'article 66. Pour eux, c'est l'article 66, si je ne me trompe pas, parce que le gouvernement a décidé de donner une prime aux magistrats. Ils disent que non, ce n'est pas possible puisque c'est eux qui ont enseigné les magistrats et donc ils ont moins que eux. Tout ça, ça crée un problème. Il faut d'abord que les uns et les autres, nous, Maliens, on sache mettre l'intérêt du pays avant notre propre intérêt. Moi, je pense là, comme ça pourra vraiment y aller. Djiginé, vous vouliez parler? Bonsoir. Il pleut abondamment ici, donc je ne sais pas si connexion, vous me recevez bien. On vous entend. Là où nous en sommes actuellement, le Mali traverse une crise vraiment profonde. Donc, il est vraiment important que tous les uns, c'est-à-dire les Maliens du nord, du sud, de toutes les couches, vraiment s'asseyent pour discuter réellement de cette refondation. Parce que ce changement qui est demandé ne peut venir que nous-mêmes les Maliens. C'est nous-mêmes les Maliens vraiment qui peuvent apporter les solutions idoines à notre problème. Certes, dans la CEDEAO, il y a la communauté internationale, ils sont là pour nous appuyer. Mais les derniers mots nous appartiennent. Donc, c'est le dialogue vraiment primordial. Et hier, le NSP avait demandé à ce que les gens se retrouvent au milieu du CICD, vraiment pour discuter du problème. Mais vu que beaucoup se plaignent comme quoi ils n'ont pas été invités, je trouve ça normal parce que là, nous traversons une crise majeure. Donc, il va falloir associer tout le monde, tous les couches, la presse, les religieux, tout le monde, je dis bien tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'on ne doit être laissé à côté, les politiques, tout le monde. Nous avons ce mot à dire. Donc, je pense que c'est comme que nous pourrons faire un Mali de demain meilleur. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Donc, si quelqu'un a d'autres réactions par rapport à ça. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. La question est justement par rapport à cet espoir dont Marie a parlé tout à l'heure, qui est né au Mali depuis plusieurs semaines, même avant le cas, parce que on entendait beaucoup les gens dire « Ah, le peuple malien s'est levé », etc. C'était une phrase qui est souvent. Aujourd'hui, cet espoir se cristallise autour de ce groupe militaire qui a donc pris le pouvoir. Massiri disait tout à l'heure que lui, il se demandait dans quelles conditions est-ce que les espoirs qui étaient allaient être concrétisés. Djiginé nous dit qu'on n'a pas inclus tout le monde dans cette réunion qui devait être mise en œuvre aujourd'hui et qui a été reportée à une date ultérieure. Est-ce à dire, selon vous, qu'aujourd'hui, l'un des principes importants de cette transition, c'est l'inclusivité? Et si on doit inclure tout le monde, est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui de satisfaire tout le monde
avec une transition, je le rappelle. Maintenant, j'ai une question pour vous tous. Là, actuellement, le CNSP est en train de discuter donc, avec toutes les parties prenantes. Il y avait une réunion qui était organisée aujourd'hui, qui a été reportée, qui a été organisée ce samedi et qui a été reportée, mais discute surtout avec la CEDEAO qui est l'instance régionale à laquelle le Mali appartient, et avec d'autres organisations qui ont mis le Mali de côté parce que justement, comme Maria le disait tout à l'heure, l'ordre constitutionnel a été rompu. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette négociation, entre guillemets, de la position du Mali et de la position de ses partenaires? Et est-ce que vous pensez que le retour à l'ordre constitutionnel stricto sensu, c'est-à-dire faire rapidement organiser des élections et tout ça, est-ce que pour vous, c'est la solution? Je peux, Tata? Oui. D'accord. Actuellement, avec la CEDEAO, je crois que le Mali peut se passer de la CEDEAO parce que vu la crise et tout ça, ils n'ont pas été d'un grand aide ni apport pour nous. Et aussi, actuellement, nous ne pouvons pas instaurer l'ordre constitutionnel puisque ça sera alors faire la rotation. Et on veut vraiment changer. Et là, il faut vraiment que les Maliens se disent vraiment c'est quoi l'essentiel pour nous actuellement, le pays ou bien notre propre intérêt. Et mettre fin à la corruption, même si ça va prendre du temps. Régler d'abord tous les problèmes avant vraiment d'instaurer l'ordre constitutionnel. Selon moi, c'est le mieux à faire que maintenant organiser des élections et encore faire la même chose. Et ça ne va pas donner. Massiré? Bon, d'une manière, c'est le truc avec la CEDEAO, je trouve que on doit juste essayer de négocier et gagner du temps avec la CEDEAO. D'une manière, ce sont des alliés, on fait partie de cette famille. Bon, je sais que leurs sanctions n'auraient pas beaucoup d'impact sur nous. Parce qu'une première fois, ça a été fait en 2012, je crois, avec le Cheikh Modibo, il était. Donc, on a vu que le Mali pouvait bel et bien s'en sortir sans la CEDEAO. On l'a bel et bien vu. Maintenant, est-ce que bon, la CNSP pourra en faire autant? Mais bon, c'est que sûr quand même, il y a cette partie d'indépendance légère qui est là. Donc, je crois qu'on va plus se focaliser sur ce que l'autre elle a dit, sur l'essentiel d'abord. Il n'y a pas d'organiser une élection à la va-vite. En fait, il y a des problèmes qui sont là, donc, qui a fait que le président il a même piqué. Donc, essayer de voir comment mettre la bonne base. Après, maintenant, laisser la place au président venant maintenant de gérer les choses comme ça lui semble. Ça, c'est ce que je pense. D'accord. Bourama? Bon, selon moi, je dirais que le Mali ne devrait pas se laisser manipuler par la CEDEAO. Parce que Niamey CEDEAO au Mali, la CEDEAO a été créée ici au Mali. Bon, donc, il faut qu'un phénomène blanc, CEDEAO, le Mali peut avancer. Et le Mali peut s'en sortir aussi. Nga CEDEAO jekulu de Mali be jekulu de kono. O jekulu charia B. Alpha, on va vous prendre tout à l'heure. O jekulu charia B. Mali ma au charia bateau. Mali est coup d'état au charia kono. C'est ça. Est-ce qu'on sait qu'à Foko non, on m'a dit CEDEAO là, on peut m'y faire on beau de quai. Est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on a un exemple numéro? Non, côté exemple numéro, mais le moment dont le Mali avait besoin de la CEDEAO pour le bon watio. Le moment que la population a oublié qu'à essayer qu'à Foko président à président Boukuna, bon tu as RSO, oui fait président à CEDEAO il va essayer pour président là parce que voir tout l'arranger. Parce que voir ni la population sera président là, ça sera leur tour. Ni population est illégal Tungu non. Et tôt ou tard, les Alassane Draman Ouattara et consorts là, vous faites tout là, vous faites là, vous faites bon. Donc pour stopper ça, il y a essayé de trouver là,
Ça c'est le sentiment de beaucoup de Maliens. C'est le sentiment de beaucoup de Maliens qui disent que justement la CEDEAO, c'est finalement un syndicat de chefs d'État. Ils se sont regroupés pour défendre leurs intérêts. Mais est-ce qu'on peut aussi se mettre d'accord que ce que la CEDEAO dit, c'est d'abord des questions de principe. C'est-à-dire que c'est comme un enfant, il faut qu'il ait un bon chauffeur. Ni bora chauffeur. Ah, mi me bika, be bika. Nga, ni argument soro. Ka expliquer faye, muna i bora itara munke kinima. Dafa jumene mbeka bolla. Peut-être, il était dans Bougo. Mais ni ko non, il était dans moi parce que il va faire Kabo et puis il bora. Ça aussi, c'est un peu compliqué. On va donner la parole à Alpha, qui, je crois, nous rejoint depuis l'Italie et avoir son avis sur tout ça. Alpha, bonsoir. Allô? Oui, Alpha, on vous écoute. Oui, bonsoir. Alors, Célia, oui, en fait, moi, je pense bien que on ne peut pas s'en passer de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est une organisation sous-régionale, donc on est obligé à un moment donné de composer avec les autres membres de la communauté. Parce que de toutes les façons, nous sommes un pays continental, donc ça, on ne peut pas le négliger. Donc on est au beau milieu. En fait, il y a certaines personnes qui disent que bon, il y a l'Algérie et puis il y a la Mauritanie. Moi, je suis de Tombouctou, donc je sais bien l'Algérie et puis la Mauritanie, comment en fait la distance et puis comment en fait la viabilité des routes. Donc c'est impossible. Donc à un moment donné, même si en fait on pense que on a raison, en fait, d'une manière c'est que les manifestations étaient légitimes, le coup d'État n'était pas disons, on peut condamner, on peut bien le condamner, mais on peut comprendre aussi comment ça s'est passé parce qu'il y avait un blocage. Mais maintenant que en fait c'est déjà la situation est déjà là et que la CEDEAO nous a imposé des sanctions, il faut à un moment donné chercher à dialoguer. On peut pas d'une manière essayer de faire un peu le bras de fer avec une communauté, en fait, ces pays qui nous entourent parce que ils sont au nombre de 5 qui en fait de la CEDEAO. Donc si ces gens, en fait, si tout le monde essaie de bloquer la route, en fait, ce serait un peu compliqué pour nous. Mais il est fort probable qu'en fait certains pays ne vont pas le faire parce qu'ils n'ont même pas intérêt à le faire parce que en fait le Mali, il faut le dire, est l'un des pays, en fait c'est le troisième pays économique de l'Union, de l'UEMOA. Donc en fait, non pas de la CEDEAO mais de l'UEMOA. Donc, en fait, c'est un pays essentiel pour la CEDEAO. En fait, un pays aussi qui a beaucoup d'histoire avec les autres pays. C'est avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée. Donc, il est fort probable que ces pays-là ne veulent même pas le faire. Mais en fait, il y a 2 dirigeants qui, en fait, maintenant sont en train de chercher un 3e mandat. Bon, d'une manière, Alassane Ouattara s'est déjà déclaré. Pour Alpha Condé, ce serait bientôt, ou peut-être bien qu'il va se retirer, on ne sait jamais. Mais bon, on peut les comprendre. Mais c'est que notre cas, c'est exceptionnel. Maintenant qu'on est là, je pense qu'on doit discuter avec la CEDEAO. Essayer de faire en fait le truc en disant que le Mali peut s'en passer, autre chose, le truc. Là, je ne pense pas que le CNSP pourrait prendre, comment on appelle, ces risques, parce qu'à un moment donné, s'il prenait ces risques, s'il venait à prendre ces risques, et qu'il y aurait des crises, les Maliens ne sont pas, malheureusement, nous sommes un peu impatients. Bon, c'est tout à fait normal. On veut que les dirigeants fassent tout de suite, et ce qui serait un peu imprudent de leur part. Donc en fait, il faut discuter avec la CEDEAO. Ça, même s'ils essaient de nous, en fait, de nous imposer certains trucs, on peut négocier avec les négociations. On peut maintenant dire une année. Il est fort probable qu'ils vont accepter une année, mais bon, il est aussi certain que en une année, on ne pourra pas faire en fait les réformes qu'on voudrait faire parce que il faudrait, en fait, ça sert à rien aujourd'hui d'aller directement vers les élections parce que faire les élections et puis après 2 ans encore revenir comment on appelle, disons au même endroit, ça sert à rien du tout. Donc il serait mieux de se donner une année, en fait, il serait mieux de se donner 2 ans à 3 ans pour faire certaines réformes, par exemple les réformes de la Constitution et puis certains trucs, mettre certaines dispositions qui pourraient en fait limiter les pouvoirs exécutifs.
qui est pratiquement partout au Mali. On sait bien qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a 3 pouvoirs au Mali, mais si on essaie bien de voir comment on appelle la Constitution, on se rend compte que le pouvoir exécutif a pratiquement le pied partout. Donc, en fait, il serait mieux de faire certaines réformes par rapport à ça et essayer de limiter vraiment, comment on appelle, le pouvoir exécutif et aussi essayer pratiquement de, comment on appelle, de faire pratiquement, de faire un nettoyage au sein de, comment on appelle, du pouvoir judiciaire qui est vraiment corrompu et aussi de voir, comment on appelle, le législatif qui est pratiquement aujourd'hui, on s'est même rendu compte lors des élections, après les élections législatives, que en fait, il y a certaines personnes qui étaient à, comment on appelle, à l'Assemblée nationale, mais qui, je voyais mal que comment est-ce que ces personnes pourraient un peu discuter nos lois et puis autre chose. Donc, en fait, il serait mieux aussi d'essayer de voir tout cela, en fait, faire une réflexion par rapport à tout ça, et voilà quoi, et aller faire un nouveau départ, mais un nouveau départ, mais vraiment sur une bonne base quoi. Sinon, si on part comme ça vers les élections, il est fort probable qu'avant, en fait, d'ici 8 à 10 ans encore, on va revenir encore à la même chose. En fait, ce serait un autre coup d'État quoi. Merci beaucoup, Alpha. J'espère que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin. Alors, oui, j'ai noté 2 choses essentielles. C'est la question de la gouvernance. Vous avez parlé de la réforme de la Constitution, vous avez parlé de la séparation réelle des pouvoirs, vous avez évoqué en passant la question de la justice. Il y a beaucoup de choses qui sont effectivement toutes aussi prioritaires les unes que les autres. Je vais demander aux autres amis aussi de réagir à ce que vous venez de dire. Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils ne sont pas d'accord? Et ma question suivante, peut-être y répondre en même temps, serait de dire, est-ce que vous pensez que le Malien aujourd'hui, nous, en tant que citoyens, nous sommes prêts à ces réformes et aux sacrifices que cela va nous demander? Peut-être Bourama ou Maria. Dédé? Oui. Actuellement, le Malien lambda ne pourra pas. Parce que le Malien, durant ces 20 dernières années du moins, on n'a plus été habitué à la corruption, à avoir ce qu'on veut facilement. Donc, s'il s'avère maintenant que ce nouveau réforme va nous imposer le travail avec la transparence et tout ce qu'il faut, ça va créer un autre problème. Ils vont essayer de soulever ça encore, dire que voilà, ils nous mettent la pression. En fait, le Malien aime trop de choses qui est facile et qui n'est pas bon. On doit d'abord apprendre à travailler sur nous-mêmes et combattre cette corruption-là et après, aller de l'avant. Massiré? Oui, bon, je pense que ce n'est pas que le Malien ne peut pas. Bon, je crois que c'est juste une question de, pas de sensibilisation, parce qu'à chaque fois qu'on parle de sensibilisation, c'est sous forme de, je crois que c'est trop passif à mes yeux. Je crois qu'on doit passer à l'exemple en fait. C'est pas moi qui décide de ne pas jeter d'ordures par terre. Un simple exemple. Si tu jettes le tien, je le prends, je le mets dans la poubelle, parler sans te dire que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Moi, je ne le fais pas, un point, c'est tout. Voilà. Est-ce que ça va faire changer le Malien? Il y a beaucoup d'exemples comme ça, mais les gens ne changent pas. Prenez l'exemple de la circulation. Prenez l'exemple de la circulation routière. Vous êtes dans la circulation. Vous qui respectez les règles, bah, c'est vous qui allez arriver en retard là où vous partez parce que tous les autres ne respectent pas. Et pourtant, vous donnez l'exemple en respectant les règles. Est-ce que vous pensez que juste donner l'exemple suffit? Non, ça suffit. Bon, à mes yeux, c'est ce que je trouve de mieux au lieu de parler de sensibilisation. Parce que depuis belle lurette, on parle de sensibilisation. Tu viens dire à quelqu'un, il ne faut pas brûler les feux, il faut faire cela. Ça entre par là, ça sort de l'autre côté. Mais au moins, si tu vas faire l'accent, je ne suis pas partant pour ceux qui disent que c'est ce que j'ai dit, mais ne fais pas ce que je fais. Moi, je ne suis pas partant pour ça. Ne fais pas ce que je dis, mais regarde-moi et fais ce que je fais. Ça, c'est dans mes principes. Vous voyez? Donc, pour que moi-même, je puisse arrêter de jeter les ordures par terre, c'était quand j'étudiais à l'extérieur. C'est un ami qui a jeté quelque chose par terre et un enfant est venu prendre ça et mettre dans la poubelle. Je jure à partir de ce jour-là que je ne veux plus jeter de... Voilà, c'est comme ça que moi, j'ai eu conscience de cela. Donc, je me dis que si ça marche... Mariam, elle a dit non, ça ne va pas marcher. Oui, Maria? Parce que je peux? Oui. Oui, juste avant-hier, tout près,
Dédé, j'étais assise auprès d'un réparateur qui réparait la moto que j'avais. Donc, j'avais payé à manger, j'avais de la boisson et tout. J'ai fini de manger, j'ai mis les sachets dans mon sac. Il y avait une fille à côté qui mâchait du maïs, en fait, qui mangeait ça. Elle a fini qu'elle a jeté. Et puis, les mécaniciens aussi, ils ont jeté de l'eau. Je les ai dit, non, mais prenez ça au moins, mettez, même si c'est un petit seau. Tu sais qui est où il y a une de quoi. Ko atubabuya jalanvi nunu kolu tala kolu mana yorom soro kolu ba fili ko ne kan ta ka budala ne fene ko ngama soma j'ai pris ma moto je suis parti ne tara des mécaniciens vraiment si c'est on a beau sensibiliser malien yere de jamani de nature c'est pas avec la sensibilisation Alpha, quelle serait la solution que ça va changer si ça ne marche pas avec la sensibilisation on est en train de dire qu'on a un nouveau départ que cette transition va nous permettre de mettre enfin sur pied, en tout cas, planter les graines de ce Mali que nous voulons et des Maliens que nous voulons avoir. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les Maliens, au-delà des exemples du passé que nous citons tout le temps, Sundiata, etc., qu'aujourd'hui nous ayons des raisons d'être fiers, d'être nous, des Maliens, dans le Mali que nous voulons. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Alors, moi, sincèrement, je suis même pas. En fait, des fois, je dis à certains amis, bon, cette histoire de Sundiata et autre chose, il faut qu'on dépasse parce qu'on a beau. Excusez-moi, j'étais aux escaliers. D'accord. Alors, je disais, parce que ça fait, on parle trop en fait de l'histoire, c'est bien. L'histoire, l'autre histoire était glorieuse, mais à un moment donné, il faut que nous aussi, nous soyons, en fait, que peut-être bien nos petits-enfants parlent de nous. Et qu'on essaie un peu de faire quelque chose, quoi. Donc, en fait, moi, pour ce qui concerne un peu, je pense que le Malien peut changer. Mais le Malien peut changer par des sanctions. Partout dans le monde, en fait, c'est que c'est pas, en fait, quand tu donnes beaucoup de liberté en fait, la liberté, je ne parle pas de liberté, excusez-moi. Mais en fait, c'est que si on voit dans les autres pays, comment est-ce que ça marche? C'est parce qu'il y a des sanctions. On sait que si tu fais ça, toi-même, tu sais que si tu jettes tel truc, c'est que si on te prenait, on va te sanctionner par rapport à ça. Donc, tu ne le fais pas par rapport, parce que toi, tu as peur, en fait, tu as peur des sanctions. Je me rappelle, il y avait, en fait, je crois que c'était dans un film, il y avait un acteur qui disait à un bandit, en fait, tu sais pourquoi en Arabie Saoudite, si je dépose 1 million sur la table, le lendemain je retourne et puis je retrouverai les 1 million sur la table. Les gars disaient en fait c'est parce que les Saoudiens sont honnêtes. Il dit non, c'est pas parce qu'ils sont honnêtes, mais parce qu'ils savent que s'ils venaient à les prendre, on va leur couper la main. Donc en fait, c'est l'histoire des sanctions au Mali. Il faut à un moment donné vraiment sanctionner. Mais sanctionner d'une manière, pas sanctionner d'une manière, c'est qu'aujourd'hui, je peux sanctionner aujourd'hui une personne et puis demain, il y a un parent qui vient, on me fait sortir de prison ou bien on fait, en fait, peut-être bien que même les sanctions, je ne vais pas les payer ou autre chose. En fait, il faut qu'on dépasse ça. Et surtout, par exemple, par rapport à la corruption dont la sœur était en train de parler, en fait, je pense qu'au Mali, il y a une chose que quand en fait je suis venu un peu en Occident, j'ai un peu remarqué par rapport au code fiscal. En fait, par exemple, au Mali, je peux dire maintenant, on peut parler de notre numéro NINA. En fait, le numéro NINA, ici, c'est pratiquement le code fiscal. Chaque personne a un compte, c'est son compte, ton compte bancaire, ta voiture, ta maison, tout ce que tu as comme bien matériel, même comment on appelle toutes tes transactions passent par. Tu ne peux rien faire sans ces numéros fiscaux-là. Donc, au Mali, il faut qu'on exige aussi qu'on ne peut rien faire sans ce numéro, comment on appelle le numéro NINA. Et donc, si on a ce numéro NINA-là, donc, si on sait que toi, tu as des incoming, des revenus. Des revenus, quand tu as tu as des revenus et puis tu as des sorties, on sait qu'en tant que fonctionnaire, ou en tant que quelque chose, quel que soit qui tu es, tu as tel nombre de revenus. Par exemple, si tu as 1 million par mois, si tu viens, en fait, on voit que tu dépenses 3 millions par mois.
on doit pouvoir te demander où est-ce que tu as tout ça là, d'où vient tout cet argent là. Et donc, en fait, Alpha, mais au Mali aujourd'hui, est-ce que ça, c'est encore une valeur? Parce qu'on constate que même ceux qui essaient de vivre correctement en se contentant de leurs revenus subissent la pression sociale, etc., sont considérés comme des empêcheurs de tourner en rond, si vous me permettez l'expression. Donc, est-ce que nous sommes, même la sanction, est-ce qu'on est prêt pour ça? Parce que la sanction existe, on a un code pénal chez nous, on a plein de choses. Non, en fait, ce n'est pas les règles. On ne manque pas de règles. En fait, ce ne sont pas les règles seulement. Parce que si les règles sont tombées en désuétude au Mali, en fait, nous avons les meilleures lois, les meilleures, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'on ne les applique pas. Il faut les appliquer. Et comment les expliquer? Il faut, en fait, à un moment donné, il faut mettre des personnes pratiquement par exemple, c'est que il faut que les sanctions soient sévères. Si les sanctions sont sévères, les gens vont penser d'abord aux sanctions avant de commettre certains trucs. Sinon, on est tous pratiquement plus ou moins malhonnêtes d'une manière ou d'une autre. Mais c'est que si on voit en fait qu'on appelle en fait on risque gros par rapport à ça, directement on a tendance à lâcher de notre côté en fait notre malhonnêteté. Les dirigeants qui sont au Mali, qui sont malhonnêtes, qui font de la corruption ou autre chose là, quand ils viennent en Europe, ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils savent que les règles, en fait, les règles, en fait, c'est que si tu fais un truc, on applique sur tout le monde, que tu sois un riche, un pauvre ou autre chose. Donc, tout le monde, comment est-ce qu'une personne, dès qu'il arrive à Paris, il change, et dès qu'il arrive à Bamako, il devient un roi? On doit se demander, en fait, comment est-ce possible? Parce que le gars, en fait, dès qu'il arrive à l'aéroport de Bamako, il passe toutes les, comment on appelle, il passe les barrières sans même en fait être contrôlé. Alors lui, en fait, à Paris, il devient comme un champ d'une manière. C'est qu'il doit respecter toutes les règles pour pouvoir sortir. Donc en fait, c'est pas parce que par la personne, parce que la personne peut changer. Dès que la personne change de 6 heures de temps, là, il sait que directement là où il est. Donc en fait, il faut respecter les règles, il faut appliquer les règles. Et d'une manière, toute personne qui n'applique pas les règles, il faut aussi d'une manière, moi je dirais au Mali maintenant, ce qu'il faut instituer, c'est que mettre un peu, on a beaucoup de jeunes chômeurs, hein, et donc peut-être bien qu'il serait mieux de former 600 personnes, par exemple comme ça, et ces personnes vont d'une manière chercher à voir les personnes, en fait les personnes qui travaillent dans l'administration et qui sont pratiquement corruptibles. Dès que ces gens-là, en fait, ils ont des preuves, par exemple, sur les téléphones. Aujourd'hui, en fait, on a les téléphones, un peu les trucs là. Donc, en fait, dès qu'ils ont des preuves par rapport à ça, c'est qu'ils ont même des commissions par rapport à disons, à ce qu'ils ramènent. Dès qu'on commence à faire ça, là, même les policiers, que ce soit dans les administrations ou autre chose, les gens vont commencer à avoir peur. On va terroriser, en fait, comment on appelle les corrompus au Mali. Et directement, il y a quelqu'un qui veut parler. Alpha, il y a quelqu'un qui veut parler. Je ne vais pas vous laisser monopoliser la parole. Ce que vous dites, c'est très intéressant. Je ne sais pas, j'ai vu Dakité qui s'est connecté, il y a Darcia qui s'est connecté. Je ne sais pas si l'un d'entre eux veut participer à la discussion. Il y a Alpha qui parlait de la nécessité. Je résume ça sous la forme de la nécessité de la rigueur. Parce que ce n'est pas que les lois qui permettent de contrôler les dysfonctionnements sociétaux n'existent pas. Ces lois existent, mais personne ne les respecte parce qu'il n'y a pas de sanctions, parce qu'il n'y a pas de rigueur, parce que l'on sait que de toute façon, il n'y aura pas de conséquences aux actes qui sont posés. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que vraiment, le gros du truc aujourd'hui, c'est la rigueur, ou il y a d'autres valeurs, d'autres choses à mettre en avant pour arriver à refonder le Mali, à mettre en place le Malien et le Mali que nous voulons? Qui veut parler? Célia. Oui, Pourama. Dédé, je peux? Pourama prend la parole et ensuite Maria. Okay. Au fait, je suis du même avis que Maria. Parce qu'elle avait dit que les Maliens aiment beaucoup la facilité. Bon, c'est mission impossible pour eux aussi de laisser la corruption. Mission impossible?
C'est mission impossible pour eux de laisser la corruption. Bon, donc, c'est ce que j'avais dit lors de mon passage. J'ai dit que le Mali avait besoin de quelqu'un qui prend des décisions fermes. Quelqu'un est militaire, c'est ce que j'ai dit, non? Oui, c'est ça. Quelqu'un qui est rigoureux, voilà. Quelqu'un qui est dur. Voilà. Parce que, tu vois, les Maliens ont peur. Mais il faut le faire peur. Voilà. Bon, prenons l'exemple sur les couvre-feux qui se passent. Couvre-feu, parce que il faut prendre des décisions pour et donc anga horoya anga maya olu chité bléan bon anga horoya olu gon betuna parce que segi jogodi bese drone de bese ga an la segi ola boli drone de bese ga an la segi ala bon boli bese ga la droit chemin parce que ya mo be no al 600 olu ngolo bukanda la quoi. Il y a de ces gens au lieu de corruption, quoi. Ils veulent toujours travailler avec sérieux, avec honnêteté. C'est ça en fait. Mais nous fait katara corruption, c'est là ceux qui veulent avoir des choses avec facilité là. Au lieu de la droit chemin là. Il faut malais doivent éduquer en fait, souvent éduquer. Ok, oui. Merci Bourama. Maria? Oui, Dédé, j'allais ajouter quelque chose aussi que le monsieur disait. Son nom, je l'ai même oublié. Bourama, Alpha. Oui, Alpha. Il faut aussi qu'on informatise en fait nos services. Oui, que tout devienne informatisé, qu'on donne aussi la possibilité aux jeunes de vraiment s'exprimer et travailler, parce qu'actuellement, on a des jeunes compétents dans presque tous les domaines des entrepreneurs, surtout côté informatique, et chose qui sera vraiment bien. Et aussi, vraiment, Fénégal, Folie, là, oui, le Malien avait même quand le gouvernement avait décrété un couvre-feu, ils sortaient toujours dire qu'ils ne sont pas d'accord, mais dès que les militaires ont décrété leur couvre-feu, là, ils comptaient mouche, voler, toi, et Keneman a fait. Chose qui veut dire que le Malien respecte quand c'est vraiment dur pour lui et non la flexibilité, c'est un peu ça. Et est-ce que vous n'avez pas, est-ce qu'on ne peut pas craindre que si on met, comment je vais dire ça, la rigueur brute, hein? Massiré parlait de sensibilisation et nuançait en disant oui, mais la sensibilisation, ce n'est pas toujours efficace. Il faut donner l'exemple. Vous dites il faut être dur. Est-ce qu'il n'existe pas un juste milieu? Comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, vous les jeunes, parce que c'est vous qui êtes notre public aujourd'hui, vous les jeunes, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut mettre comme action à l'endroit spécifiquement des jeunes pour qu'ils retrouvent ces valeurs? Vous avez dit vous-même qu'à la maison, c'est devenu compliqué, les parents ont abandonné, à l'école, ça ne suit pas parce que les enseignants ne se sentent pas motivés, et comme il n'y a pas de contrôle, comme il n'y a pas de rigueur, ben, les valeurs ne sont pas enseignées, ne sont pas partagées. Qu'est-ce que nous, les jeunes, qu'est-ce que vous, les jeunes, vous pouvez mettre en place comme action, comme partage de valeurs, pour que, justement, votre génération puisse conduire ce changement? Parce que vous êtes dans l'âge où c'est à vous de faire bouger les choses. Est-ce que Darcia veut parler? Je vois que Darcia a allumé son micro. Voilà, sur la question, comment faire pour évidemment redonner cette culture, tout ce savoir-vivre qu'on avait au départ. Je pense qu'il faut utiliser, par exemple, les événements que nous organisons, notamment les balani shows, au lieu que ce soit des lieux, par exemple, de simple danse, de détente, pouvoir exploiter ces lieux pour retransmettre ces valeurs tant perdues, des valeurs qu'on a perdues. Pourtant, quand on revoit un peu l'histoire malienne ou encore les histoires africaines, on se rend bien compte que c'était des espaces qui étaient utilisés pour
transmettre toutes ces valeurs culturelles que vous venez d'évoquer. Et donc, je pense que c'est des milieux ou encore des espaces qu'on pourrait utiliser dans ce sens pour mieux éduquer, mieux retransmettre ces valeurs perdues. D'accord, merci Darcia. Donc, utiliser les espaces de détente, les lieux de divertissement pour refaire de l'éducation, en fait, pour refaire de l'éducation civique et morale. Effectivement. Et là, j'ai cité notamment l'événement Balanicho qui est beaucoup fréquenté et où on voit même qu'auparavant, paraît-il, c'était réservé aux enfants. Et là, on voit qu'il y a même des grandes personnes qui... Donc, je pense que c'est un espace qu'on pourrait bien utiliser pour pouvoir retransmettre toutes ces valeurs. Okay. Une idée concrète. Merci, Darcia. Alors, oui. Oui, allô? Oui, Alpha, allez-y. Oui, alors moi je suis un peu draconien en réalité parce que je pense que pendant ces 30 dernières années un peu on a perdu beaucoup de nos valeurs et donc maintenant je pense que aussi il y a je vais même oublier le début et puis la fin de ce proverbe chinois qui disait en fait pour faire une génération en fait c'est que si tu as c'est que pour faire une génération d'une manière, il faut plus de temps. Et donc, moi, je pense sincèrement, moi, je suis un peu draconien, comme je le disais au début. Moi, je pense, par exemple, il faut vraiment insérer le service civil obligatoire. Pas seulement le service... Bon, peut-être bien que... En fait, j'étais au début sur le service militaire obligatoire, mais je suis un peu revenu sur le service civil obligatoire d'une manière pour... inculquer un peu le civisme chez les Maliens. Parce que, sincèrement, on l'a perdu. Allô? Oui, allez-y. Oui, oui. Donc, en fait, c'est que ça, en fait, il faut d'une manière peut-être bien à l'âge de 20 ans, instaurer ça, que le Malien fasse au moins 6 mois de son temps, en fait, à l'État. Donc, tu donnes ça gratuitement, quoi. C'est que tu dois... et ça, en fait, ces services-là, il y a non seulement une formation, pour inculquer en fait aux Maliens le civisme. Et puis, il y a un temps de 6 mois, peut-être bien que tu travailles pour l'État. Et puis, l'État te met quand même dans les conditions. C'est que, en fait, c'est que c'est l'État qui te prend en charge, mais c'est que tu donnes ça à l'État. Et donc, ça, en fait, il faut inculquer ça à l'État. Et pour un peu changer aussi les Maliens, à un moment donné, il faudra faire tomber des têtes. Et puis, au haut niveau, quoi. Il faut sanctionner pour montrer d'une manière qu'on sanctionne. Il ne faut pas sanctionner seulement ceux qui sont un peu loin. Il faut sanctionner ceux qui sont proches. D'une manière, comme on le dit dans nos proverbes, là, il faut qu'il cache pour qu'il y ait un casse. Et donc, en fait, il y avait mon petit frère qui était juste à côté qui me disait qu'en fait, par exemple, l'exemple que je donnais par rapport au truc de chasseur de tête, c'est qu'il y a déjà ça. En fait, la Corée du Sud a déjà ça dans son pays. En fait, la Corée du Sud a déjà instauré ça. Si tu ramènes déjà des preuves, on te paye par rapport à ça. Il y a des gens qui ont transformé leur boulot à ça. C'est qu'eux, ils vont chercher seulement les corrompus et puis l'État leur verse, les collectivités leur versent de l'argent. Et à un moment donné, c'est qu'en fait, il faut sincèrement, on a beaucoup parlé de la décentralisation. Au Mali, ça n'existe pas encore. Et il faut que ça revienne en fait d'une manière. Il faut faire comprendre aux Maliens que quand il y a un problème de route là, dans ta commune, là, ce n'est pas le président de la République. C'est ton maire, en fait, le maire de la commune et puis en fait, peut-être bien maximum, c'est le président de la région. Ça ne peut pas arriver au président de la République. Le président de la République doit avoir d'autres choses à faire. Donc, en fait, il faudra que le Malien, chacun puisse faire son boulot et qu'on lui fasse, en fait, chacun, on dit, toi, tes tâches là, c'est ça. Si tu ne le fais pas, on te sanctionne. Il faut faire comprendre ça aux Maliens. Et d'une manière, c'est que, et pour cela, malheureusement, il y a des choses qu'on va faire, en fait, parce que, par exemple, si on essaie d'instruire ça, il y aura des règles qu'on va prendre qui seront peut-être bien discriminatoires, mais seulement discriminatoires positivement. Parce que là, dans ces cas, en fait, c'est que le maire ne peut pas être n'importe qui. Parce que si un maire qui doit gérer des milliards ou bien des millions, et malheureusement, cette personne, si tu lui donnes 500 000 francs, en fait, des trucs déjà, il a du mal à calculer, ce serait un peu compliqué. Donc, en fait, à un moment donné, il faut aussi des gens, peut-être repenser les trucs, les communes et puis les régions, et mettre des personnes, sincèrement, qui peuvent gérer. Ou mettre des personnes, même si on veut dire que bon, on va mettre des personnes de confiance, peut-être que la communauté va choisir quelqu'un qui est illettré, mais d'une manière quand même que cette personne soit accompagnée.
accompagner d'une manière, oui, oui, exactement. Pas une personne qui connaît d'une manière, qui sait un peu gérer les choses. C'est comme si, comme nos ministères maintenant, parce qu'un ministre, par exemple, un ministre peut-être n'importe qui, par exemple, au Mali, qui peut-être bien qu'il ne connaît rien dans le domaine, mais en fait, c'est qu'il y a des secrétaires généraux d'une manière qui font pratiquement tous les boulots et qui lui donnent des conseils seulement que lui il prend la décision, il est le responsable. Donc, en fait, c'est qu'il faut, à un moment donné, faire ce genre de trucs et sincèrement que la décentralisation soit effective, en fait, vraiment que le Malien sache qui est responsable de quoi. Et quand ça ne va pas là, il faut pouvoir sanctionner. Et sanctionner à tous les niveaux. C'est ce que j'allais dire. Okay, merci beaucoup, Alpha. On arrive à la fin de ce temps d'échange. Je voudrais utiliser les 5 prochaines minutes pour faire un rapide tour de table, hein, de notre discussion. On a parlé de la transition, du fait qu'il faudrait une personnalité, qu'elle soit civile ou militaire, le choix ne nous appartient pas, mais on a senti les tendances qui étaient les vôtres, qui connaît les dossiers, qui est inclusive, donc qui parle avec tout le monde, qui ne se laisse pas toujours diriger par les intérêts politiques, mais met en avant l'intérêt du Mali et qui a de la rigueur. On a également parlé de cette jeunesse malienne qui doit et va participer à la mise en œuvre de cette transition et de ce qui va suivre derrière, puisqu'il va y avoir des élections qui vont être organisées. Et on a dit aussi que nous devons être conscients du rôle important du citoyen, donc le citoyen qui est au service du pays, le citoyen qui ne pille pas les ressources, le citoyen qui est engagé à travailler et qui comprend que l'État, c'est lui, qui comprend comment situer les responsabilités. Il faut de la formation, de l'éducation civique et citoyenne. Tout cela est bien compris. Je vais juste retourner la parole à Massiré qui était avec nous depuis Kati, donc qui est au cœur du pouvoir aujourd'hui au Mali, et lui demander si il avait un message, une phrase à adresser à la personne qui va diriger la transition au Mali sous forme de conseil. Qu'est-ce que vous lui diriez, Massiré? Une phrase, un conseil à la personne qui va diriger la transition au Mali. Qu'est-ce que vous lui diriez? Massiré. On a perdu Massiré, je crois. Ah, Massiré est parti. Est-ce que Bourama est là? Oui, Bourama est là, mais son micro est coupé. Son micro est coupé. Bourama, est-ce que vous pouvez allumer votre micro? Oui, je suis là, c'est là. Voilà, ok, vas-y, on t'écoute. Si tu as un seul conseil à donner à la personne qui va diriger la transition, on ne sait pas encore qui c'est, on ne sait pas la durée encore, on ne sait pas si ce sera un civil, un militaire, etc. Mais par rapport à la discussion qu'on a eue et aux valeurs, etc., le portrait robot un peu qu'on a dessiné, quel serait le conseil que vous donneriez à la personne qui va diriger la transition? Bon, je lui dirais de faire une transition transparente, mais avec fermeté. Transparence et fermeté. Oui. C'est ce que je lui dirais quand même. Et cette transparence se verrait comment, s'illustrerait comment? Qu'est-ce qu'on verrait pour dire, ah oui, il est transparent? Bon, d'être transparent avec la population, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment. La CNSP, non? Oui. Voilà, la CNSP discute avec les ambassadeurs de la CEDEAO de ne pas dire tous les contenus de leur rencontre, mais de mettre la population au courant de quelque chose. Je ne parle pas des imams, des politiciens, mais la population entière. Pour que les Maliens se sentent concernés par ce qui se passe. Voilà, exactement, c'est ça. D'accord. D'accord. Donc, la transparence, on revient sur la question de la gouvernance, hein, du fait que les Maliens doivent se sentir impliqués dans ce qui est en train d'être fait en leur nom. Maria aussi, je crois qu'on a perdu Maria, on a perdu Massiré. On va peut-être donner la parole à Darcia et à Alpha pour conclure. Darcia, un conseil à la personne qui va diriger la transition. Je pense que tout a été dit. Hein. Vous me recevez? Oui. Voilà, donc je pense que mon idée va un peu dans le sens que Bourana, Koulibaly, ce serait
miser sur, autant pour moi, serait miser sur la transparence, rendre compte, savoir rendre compte, impliquer la population dans la gestion publique, et voilà. Merci beaucoup. Alpha? Alors, moi, je dirais en fait au futur président de la transition de ne pas se déconnecter de la population parce que, en fait, l'erreur que nous faisons généralement, l'erreur que nos dirigeants font généralement, c'est que dès qu'ils sont un peu, à un moment donné, ils ont le pouvoir, ils n'ont plus cette connexion avec la population. Donc, ils se mettent un peu à l'écart et puis ils ne savent pas ce qui se passe réellement en bas. Et à un moment donné, c'est qu'il faudra vraiment aller en bas pour comprendre ce qui se passe vraiment et puis pour pouvoir un peu comprendre les réalités du Malien. Ça, c'est un truc. Et puis, il doit dialoguer avec tout le monde, écouter tout le monde d'une manière, c'est pas dialoguer. Dialoguer ne veut pas dire seulement faire des compromis, même si ça va pas, c'est pas bon pour le pays, mais écouter tout le monde et puis pour pouvoir prendre des décisions vraiment qui sont en fait des décisions qui sont bien pour le pays tout entier, parce qu'il doit savoir certainement que ce que le Malien le jugera vraiment plus dans les années à venir. C'est que lui, il est là juste pour un bout de temps et donc il doit vraiment marquer son temps. D'accord. Merci. Merci à vous tous. On retient que pour les semaines, les mois à venir, la jeunesse, les Maliens sont regardants sur ce qui va se passer, veulent de l'ouverture, veulent de l'inclusivité, mais veulent aussi de la transparence, veulent plus de rigueur, veulent que l'on discute sur les priorités que sont l'éducation, la santé et la sécurité, veulent que tout cela soit fait avec des valeurs, que nos valeurs d'humanité, d'honnêteté, d'intégrité reviennent au cœur de la gestion publique, que ce soit du côté des dirigeants que du côté des populations. Merci à vous d'avoir pris part à ce numéro 1 de Entre nous de Rue 14 et on se dit au mois prochain. Ok, au revoir. Et merci beaucoup à Lionel qui a assuré la technique de ce premier numéro. Merci beaucoup. À très bientôt.